La médecine, depuis ses origines, elle s'est constamment adaptée à toutes les mutations sociales. Elle est aujourd'hui confrontée aux contraintes financières tout en étant ouverte aux espoirs de progrès scientifiques qui repoussent sans cesse les frontières de la connaissance. Face à de pareilles pressions, le médecin est-il toujours à même d'arbitrer les enjeux éthiques qui lui sont liés? Et quelle place la dimension humaine va-t-elle encore prendre dans ses choix, les choix du médecin? Notre invité ce matin est le professeur de santé internationale Jean-Daniel Reinhorn, médecin, président du comité scientifique du programme Frankenstein, aujourd'hui que la Fondation Brochet inaugure aujourd'hui même à Genève. Bonjour Jean-Daniel Reinhorn. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h dans nos studios genevois précisément. Vous entamez ce soir, je l'ai dit il y a un instant, un cycle d'événements autour de la figure de Frankenstein, ce monstre de la littérature, imaginé évidemment à Genève, pas très loin de Colonie ou même à Colonie, dans une villa par Mary Shelley. C'était au début du 19e siècle. Frankenstein qui pose bien sûr la question du contrôle des scientifiques sur leurs avancées. C'est une œuvre littéraire qui était prémonitoire par rapport aux questions scientifiques actuelles. C'est ce qui fait que cette œuvre est un véritable chef-d'œuvre depuis 2 siècles. D'abord, peut-être se souvenir que Frankenstein n'est pas la créature, le monstre, dit-on, mais le nom du savant. C'est le nom du docteur, oui. Victor Frankenstein. La créature n'a pas de nom. Et Victor Frankenstein veut connaître ce qui est inconnu. Il cherche, comme tous les chercheurs, à développer un savoir nouveau. Et comme tous les chercheurs, un beau jour, pas comme tous, mais comme certains, il trouve quelque chose et ce qu'il trouve le dépasse et pose la question de la relation entre le chercheur et le résultat de sa recherche, le jour où le chercheur ne peut plus contrôler ce qu'il a trouvé. Donc c'est parfaitement d'actualité, il assemble comme ça des morceaux de cadavres avec un choc électrique qui donne la vie. Qui sont les Frankenstein d'aujourd'hui ? Les Frankenstein, les Victor Frankenstein d'aujourd'hui, vous en avez dans le nucléaire, vous en avez dans l'agroalimentaire, vous en avez bien sûr dans la biomédecine. Vous avez tout ce monde de la recherche qui continue à vouloir savoir, à vouloir connaître, mais qu'il dit très justement que c'est à la société de mettre un cadre et pas aux chercheurs. Et là, vous avez cette ambivalence de la société qui est à la fois fascinée, émerveillée par ces nouvelles découvertes, et en même temps cette espèce de crainte qu'on sent dans les interrogations que posent les gens, et les patients en particulier. Dois-je bénéficier d'une technique qui risque de mettre en jeu ma vie future et celle de mes enfants ? Mais en même temps, cette technique, elle me permettrait d'acquérir des choses que je ne peux pas avoir aujourd'hui. On est exactement au début du XXe siècle dans le même genre d'interrogation qui existait dans les milieux intellectuels européens au début du XIXe. Oui, et c'est en ça que le livre de Mary Shelley est incroyablement visionnaire. Oui, 200 ans après, vous l'avez dit, les Frankenstein d'aujourd'hui, ce sont ceux qui recherchent dans l'agroalimentaire, dans le nucléaire, etc. Bon, qui est responsable au fond dans tout ça? Est-ce que le docteur Frankenstein est responsable de sa créature? Est-ce que ceux qui ont trouvé la radioactivité, la bombe H, sont responsables des développements ensuite de leurs trouvailles? Comment situer la limite de la responsabilité? Alors, vous posez la question, disons, on peut la poser autrement, qui est le chercheur doit-il lui-même limiter le champ de sa recherche? Oui, c'est au fond ça la question. Oui. Alors là, je crois que non. Le chercheur, sa passion, sa pulsion, c'est de chercher. C'est à la société de dire ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, quand on voit que la semaine dernière, on a fait vivre des embryons humains pendant 13 jours et qu'aujourd'hui les chercheurs demandent qu'on rallonge cette durée,
Alors 13 jours, 3 semaines, 2 mois, et à la fin, on va faire des enfants en dehors de l'utérus des mères, et on en arrive exactement à la description d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, les enfants faits en dehors de la mère. Est-ce que selon vous, Jean-Daniel Reinhorn, ce scénario d'une société incapable de gérer aujourd'hui la puissance des applications de la recherche est un scénario crédible? C'est vraiment à ça qu'on assiste? Ou est-ce que quand même les questions se posent, la loi s'adapte, les politiques sont derrière? Comment vous voyez les choses? Je crois qu'on a affaire à une très grande ambivalence, et je crois que cette ambivalence, elle existe en chacun d'entre nous. À la fois, oui, la science peut produire du progrès, on le voit, nous sommes des sociétés qui bénéficient de progrès fantastiques, qui n'ont jamais existé avant nous, et en même temps, et très normalement, il existe une crainte, cette crainte étant en plus, depuis, je dirais, ces 20-30 dernières années, aggravée par le fait que le marché, l'argent, s'est introduit dans la recherche, et que pour gagner de l'argent, on est prêt à avoir des pratiques qui sont éthiquement plutôt discutable, et ce que je regrette beaucoup, c'est que des médecins se prêtent à ce genre de choses, alors que leur rôle ne devrait surtout pas être celui-là. Donc ce que vous nous décrivez là, c'est que le principal risque aujourd'hui, c'est que l'économie de marché devienne petit à petit le seul régulateur de ces avancées scientifiques, c'est ça? Écoutez, il y a cette dimension, oui, clairement. Clairement, aujourd'hui, de pouvoir aller dans un camp de réfugiés syriens au Liban et d'acheter pour quelques centaines de dollars un rein me paraît très loin de l'éthique altruiste qui consiste à donner une partie de soi-même pour quelqu'un d'autre parce que ça rentre dans l'idée que je me fais de la solidarité entre les hommes. On est dans une offre et une demande, tout se vend, tout s'achète, y compris le corps humain. Je crois que c'est aussi une dimension fondamentale du problème. Et la question des brevets, parce qu'évidemment il faut y venir, sans brevet, pas de recherche, on pourrait vous opposer ça, évidemment. Que pensez-vous de la question des brevets et de la brevetabilité, si je peux dire ça ainsi, je crois que c'est le bon terme, du vivant, Jean-Daniel Reinhorn? Eh bien, vous brevetez le génome. Le génome, c'est notre patrimoine. Chacun d'entre nous est original. Il a en lui-même tous ses caractères, et vous brevetez, vous donnez à des entreprises privées, finalement, le droit sur votre propre identité génomique. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On oublie l'unicité de l'être humain. On va vers une espèce de standardisation. C'est toute la question de la manipulation génétique. C'est toute cette question qui est posée, qui est je voudrais que mon enfant, parfait bien sûr, n'ait pas les yeux comme ceci ou telle taille. On rentre dans un monde où l'eugénisme va devenir possible. Et de ce point de vue-là, Frankenstein pose aussi cette question, puisqu'il dit, la créature lui dit, fais-moi une compagne qui soit aussi laide que moi, qui soit de la même espèce, de la même nature, c'est-à-dire déjà l'idée du clonage et de la manipulation génétique est présente chez Mary Shelley. Mais je repose la question du financement de la recherche. On sait que le brevet permet aussi de financer la recherche. On peut vendre des brevets, on peut protéger une découverte. Comment finance-t-on la recherche et le progrès, entre guillemets, sans le brevet? Mais non, mais la question est que bien sûr, il faut protéger la recherche. La question, c'est qu'il faut aussi l'encadrer. Il faut que, avant de déposer un brevet, il faut que l'ensemble des dimensions éthiques de la recherche soient mises sur la table et que la société, le législateur, la communauté des chercheurs, les médecins donnent leur avis sur le bien fondé de l'utilisation de cette recherche. Il faut se mêler plus profondément, il faut aller fouiller plus profond dans le travail des pharma, c'est ça? Écoutez, je crois que ça ne
touche pas du tout que les pharma. Je crois qu'on est à un moment où, et c'est exactement la réflexion d'Einstein après l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima, c'est-à-dire on est à un moment où la technologie va plus vite que notre capacité de l'absorber. Et je crois il faut qu'on réalise ça et qu'on en prenne conscience et qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise, bon, il y a des domaines où franchement ça représente un progrès, mais l'utiliser n'importe comment pour en faire de l'argent est simplement inacceptable parce que ça remet en cause notre identité même d'humain. Le médecin, justement, vous en êtes un à la base, Jean-Daniel Reinhold. Oui. Qu'est-ce qu'un médecin aujourd'hui, plus qu'un professionnel doté d'un savoir, c'est-à-dire d'un diagnostic et d'un pouvoir thérapeutique, dont les moyens d'ailleurs se développent de façon exponentielle, hein, c'est le progrès. C'est quoi un médecin aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, un médecin, c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation où la demande de technicité prend le pas sur l'expression du symptôme. On ne va pas dire j'ai mal là. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Comment comprendre pourquoi j'ai mal ? On va dire, je veux une IRM ou un scanner parce que je veux voir à l'intérieur de moi ce qui se passe. On est dans une évolution de la médecine qui, et cela, je crois, fait peur à beaucoup de médecins, qui est une forme de déshumanisation de l'être humain vis-à-vis de la technique qu'on utilise. On n'a plus la capacité d'écouter la souffrance de l'autre pour la soulager. En tout cas, j'espère qu'on l'a encore, mais je crois que incontestablement, c'est plus facile d'avoir recours à la technologie que de s'asseoir et écouter pendant une demi-heure quelqu'un exprimer sa souffrance. Et que la pression, elle va dans ce sens, et qu'effectivement, ça représente une évolution très importante de la pratique médicale.